Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, écoutez, on est ravis de partager cette webconférence avec vous aujourd'hui sur la facturation électronique. On est ravis de vous compter aussi nombreux. Alors, on a fait quelques événements déjà un petit peu en région. Donc que ça soit à Cognac, à Bordeaux, à Pau ou encore à Limoges. Donc effectivement, l'idée de cette webconférence, c'était effectivement de vous présenter les concepts de la facturation électronique et d'aussi un petit peu rentrer dans le détail de la facturation électronique, de comment concrètement est-ce que ça va fonctionner post passage à la réforme. Et donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre à ceux qui ne pouvaient pas vous rendre présents dans la conférence, vous avez tous vos micros coupés normalement pendant la conférence, mais vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions. L'idée, c'est qu'effectivement, à chaque fin de partie, on fera une petite pause et Mario se fera le plaisir de faire le relais, effectivement, de toutes vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Je dis pas qu'on va le faire forcément, mais en tout cas, on va essayer de le faire. Et on essaiera de répondre aussi de manière la plus précise possible, en sachant qu'on n'a pas forcément 100% des réponses, on en a sûrement beaucoup, mais pas toutes, hein. Voilà, et cette conférence se veut vraiment pratico-pratique, donc on va essayer d'aller relativement vite sur la partie réforme. On pourra faire des petits points spécifiques si vous souhaitez, mais l'idée c'est vraiment après d'aller dans les cas d'usage, comment choisir sa plateforme agréée, comment est-ce qu'on fait rapidement une petite cartographie par exemple. Voilà. Donc je vous propose qu'on attaque dans la conférence. Alors je m'excuse effectivement pour le petit bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, des gens qui se connectent. Ça devrait se calmer au fur et à mesure que le temps passe. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Charles Raison, associé au bureau de Cognac et référent facturation électronique pour le Sud-Ouest. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Mario qui m'accompagne pour cette conférence pour faire le relais de toutes vos questions tout au long de la conférence. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc PKF, comme je l'ai dit, on est implanté dans le Sud-Ouest sur différents bureaux, que ce soit Cognac, Pau, Limoges ou Bordeaux. Et bien sûr, on intervient dans toute la région Sud-Ouest, hein, sans aucune limitation particulière. On est un cabinet pluridisciplinaire qui traite à la fois des sujets d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de paye, de facturation électronique, de RSE, de renfort opérationnel. Donc en réalité, on est capable de traiter à peu près toutes les problématiques, quelles qu'elles soient. On peut aussi faire de la transaction, donc de l'acquisition de société, ce genre de choses. On peut vous accompagner dans les différentes étapes en fait qui structurent votre société et vos différentes activités. Bonjour à tous. Juste pour rebondir, en effet, la conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Si quelqu'un peut juste mettre un petit message pour me confirmer que ça fonctionne et voilà. Et en parallèle, pour votre information, la conférence est enregistrée à des fins notamment internes. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça fonctionne. Donc aujourd'hui, donc comme je disais, l'idée c'est de vous présenter un petit peu bien sûr les concepts de la réforme, mais l'idée ça va pas forcément être de trop approfondir les concepts. Je pense que bon nombre d'entre vous vous les connaissez. Après voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour effectivement repréciser, demander des particularités sur quelques éléments de la réforme. Pas hésiter à le poser dans le chat et j'approfondirai si nécessaire certains sujets. Et après, l'idée, c'est de basculer assez vite en fait sur la partie, on va dire, pratico-pratique de la réforme et comment est-ce qu'on s'y prépare au mieux. Et comment est-ce que PKF peut vous accompagner dans cette transformation. Donc pour commencer, la facturation électronique, il y a un petit peu de contexte. Donc la facturation électronique, en réalité, c'est un projet européen et pas mondial, hein. C'est vraiment un projet européen et aussi tout d'abord un projet français qui s'inscrit dans le projet VIDA, qui pourrait se traduire par la TVA à l'ère du numérique et qui rend obligatoire le recours à la facturation électronique pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, dans les pays de l'Union européenne, on estime la perte et la fraude à la TVA en 2021 à 61 milliards d'euros, dont 10 milliards d'euros pour la France. Et si vous regardez à droite le détail pays par pays, ben, on voit que la France est le deuxième pays derrière l'Italie et juste devant la Roumanie.
D'ailleurs, si on parle de l'Italie, l'Italie, c'est le premier pays à avoir fait la bascule de la facturation électronique en 2019. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, enfin, c'est pas normalement, l'Italie, lorsqu'elle a passé sa réforme en 2019, elle était à 44 milliards d'euros de fraude à la TVA estimée, et on est aujourd'hui à 14 600 euros, enfin aujourd'hui en 2021. Ce qui fait qu'il y a un réel impact hein, tout de même de cette facturation électronique dans la limitation de la fraude à la TVA. L'objectif de la réforme, il y en a plusieurs. Donc ces objectifs, ils avaient été détaillés dans la loi de finances pour 2022, puisque je le rappelle brièvement, mais en 2022, on avait prévu que la réforme s'applique en 2023 et 2024. Ça a été repoussé, comme vous le savez, de 2 ans. Et donc du coup, on a gardé les principes d'origine pour le passage à la facturation électronique au 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, comme on va le voir juste après. Donc les grands objectifs de la réforme, c'est quoi? C'est de renforcer la compétitivité des entreprises puisque du coup l'administration fiscale estime que le coût de traitement entre une facture papier et une facture dématérialisée via la facturation électronique va engendrer des gains qui sont entre 1 et 10. C'est-à-dire que du coup, on va être à un coût de 1 pour le traitement facturation électronique contre un coût de 10 auparavant si on intègre tous les coûts de traitement, d'aller récupérer la facture, de la traiter et ensuite de l'archiver. L'autre objectif, c'est de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, puisque en réalité, une fois qu'on sera passé à la réforme et qu'on aura trouvé le rythme de croisière, l'idée c'est que de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA, ce qui va faciliter grandement normalement le travail, le travail comptable et de pointage, on va dire, spécifique de la TVA. L'autre objectif, c'est également d'améliorer la détection de la fraude, comme on l'a vu juste avant, avec pour objectif de limiter les risques de perte en TVA et de non-recouvrement de la TVA. Et enfin, le dernier point, c'est d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises, donc à la fois pour les entreprises elles-mêmes et également pour l'administration fiscale qui, effectivement, en tout cas dans ses propres objectifs, souhaite avoir une connaissance plus fine du tissu économique français et en temps réel pour du coup pouvoir réagir et ajuster ses éventuels contrôles, mais également ses éventuels accompagnements, notamment dans le cadre d'entreprises en difficulté qui ne pourraient pas régler euh, tel ou tels impôts, par exemple. L'idée, c'est d'être un peu plus proactif. Donc voilà pour les objectifs sur le papier. Ensuite, si on regarde le calendrier de passation de la réforme, donc ce calendrier, je pense que maintenant tout le monde le connaît, donc il y a deux dates importantes à connaître. Euh, Alors oui, je vous confirme qu'il y a bien un écran partagé. Je vois effectivement dans les questions, je confirme bien écran partagé. Alors, Je, pe- je pense qu'il y a un problème un affichage bug au niveau de peut-être? du partage. Ah, alors je peux recommencer si nécessaire, il n'y a pas de problème. Idem, pas d'écran partagé, d'accord. Hop, ok. Est-ce que là, vous voyez bien notre écran? Est-ce que Pour là, vous les l'instant, voyez non. maintenant? Pour l'instant, non. Ah, ok. Bon, c'est problématique, effectivement. Est-ce que tu veux que je prenne... Bah, essayez de prendre la main, Mario. Oui, peut-être que c'est parce que je sais pas moi l'administrateur, peut-être, de la conférence. Ok. Alors, merci de nous le signaler, effectivement, parce que... Alors là, est-ce que ça fonctionne mieux pour vous? J'espère que oui. Ah, parfait. Parfait, merci beaucoup. Bah, merci de nous avoir prévenus. Mario, je te propose de passer au calendrier, si tu le veux bien. Oui. Je te laisse prendre la main si tu préfères sur les slides. Oui, mais je sais pas si je peux. Ah non, non, c'est pas... Non, ça fonctionne pas. Ok. Reprenons du calendrier. Hop, attends, ça a arrêté. Est-ce que tu peux repartager, Mario, s'il te plaît? Ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi certaines personnes ne voient pas et d'autres oui. Est-ce que tu peux repartager, s'il te plaît, Mario? Bon, désolé pour ces petits bugs techniques qui, normalement, ne s'appliquent pas. Donc là, normalement, tout le monde devrait pouvoir voir.
Parfait. Merci. Écoutez, je vous propose du coup qu'on repasse sur le calendrier. Alors, il y a des personnes qui se connectent toujours en temps réel. Donc le calendrier de la réforme, comme je le disais effectivement, alors normalement on n'est plus sur la page de garde, hein. On est bien sur effectivement la slide 8. Il y a peut-être effectivement une petite latence en fonction des connexions Internet, mais normalement vous êtes bien sur la page calendrier de la réforme. Donc ce calendrier de la réforme, en réalité, il y a... Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous voyez bien le calendrier? Puisque effectivement ça devient compliqué. Alors il y a du oui, il y a du non. Donc s'il y a du oui, c'est que certaines personnes effectivement ont sûrement un problème de connexion qui leur est propre. Mais en tout cas, pour les autres, bah, écoutez, je vous propose qu'on suive. De toute façon, vous aurez le support qui sera mis à disposition à la fin de la conférence. Euh, voilà, parfait. Merci pour vos différents partages. Donc je vous propose qu'on rembraye. Donc je le disais, pour le calendrier de la réforme de la facturation électronique, donc il y a deux dates importantes à retenir. Donc 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. Donc, le 1er septembre 2026, obligation d'émission et de réception pour ce qu'on appelle les ETI et les grandes entreprises, et également obligation de réception pour les petites et moyennes entreprises. En revanche, la facturation électronique pour les PME en émission, eh bien, est repoussée euh, euh, au 1er septembre 2026. C'est-à-dire que du coup, les PME ont un délai supplémentaire pour passer à l'émission des facturations électroniques. Alors là, deux petites subtilités à vous rappeler. Pour l'appréciation du seuil des PME, les PME, en réalité, ce sont des entreprises de moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires soit inférieur à 50 millions d'euros, soit un chiffre d'affaires soit un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Mais ce que précise l'administration fiscale dans sa foire en question, eh bien, c'est que si une entreprise, même si elle a moins de 250 salariés, mais qu'elle dépasse à la fois le seuil de chiffre d'affaires et qu'elle dépasse le seuil de total bilan, eh bien, elle sera considérée comme une ETI et donc elle aura l'obligation à la fois d'émission et de réception de facturation électronique au 1er septembre 2026. Donc attention, si vous êtes une PME et que vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires de 50 millions et de solde de total bilan de 43 millions d'euros, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique dès le 1er septembre 2026. Mario, si tu peux passer, merci. Donc maintenant, qui est concerné par la réforme? Donc en fait, les personnes concernées par la réforme, eh bien, c'est tous les assujettis à la TVA en France. Donc en fait, un assujetti à la TVA en France, c'est quoi? Selon le Code du commerce, un assujetti, c'est une personne qui réalise une activité économique, qu'elle soit commerciale, libérale, artisanale, agricole ou toute autre activité en réalité économique, quelle qu'elle soit. Et donc dans les assujettis, on a plusieurs types d'assujettis. On a des assujettis qui sont redevables de la TVA. Donc en réalité, les assujettis redevables, c'est quoi? C'est une personne qui est assujettie à la TVA, donc il y a une activité économique, et elle est redevable, c'est-à-dire que son activité est dans le champ d'application de la TVA. Donc dans ce cadre-là, on va être à la fois en obligation d'émission et à la fois en obligation de réception. Ensuite, on a les assujettis non redevables. Donc là, on a plusieurs hypothèses. L'assujetti redevable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est donc normalement dans le cadre des assujettis, donc concernés par la TVA, mais que son activité en elle-même est exclue du champ de la TVA. Donc ça va être par exemple le domaine de la santé, les prestations d'enseignement et de formation, les opérations immobilières, les opérations qui concernent les associations à but non lucratif avec une gestion désintéressée et d'autres règles spécifiques aux associations. Ça va être aussi les opérations bancaires, les opérations d'assurance, les opérations relevant du secret défense. Donc pour ces redevables-là, en réalité, il y a obligation de réception des factures, mais pas d'obligation d'émission. Même chose pour les exportateurs, même application. Par contre, on a un petit régime un petit peu particulier qui s'appelle le régime de franchise en base de TVA. En fait, le franchise en base de TVA, c'est quoi? C'est la possibilité en réalité pour des assujettis à la TVA, eh bien, de ne pas être concernés par la facturation de TVA sur le principe qu'ils ne dépassent pas certains seuils de chiffre d'affaires. Et donc, en réalité, ces personnes qui bénéficient d'une franchise en base de TVA sont assujetties et redevables,
mais ne sont pas redevables réellement puisqu'ils ne dépassent pas le seuil de chiffre d'affaires. Mais pour le passage à la facturation électronique, donc lorsqu'on est assujetti et concerné par une franchise en base, on va être dans le cadre de la réforme et on va être dans l'obligation de réception et d'émission des factures électroniques. Ça va notamment être le cas des auto-entrepreneurs qui sont concernés, mais également de tous ceux qui bénéficient d'un régime micro, par exemple, qu'importe le micro, qu'il soit BNC, BIC ou autre. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas des redevables partiels à la TVA. Donc un redevable partiel à la TVA, il va être concerné également à la fois par l'obligation d'émission et à la fois par l'obligation de réception, comme on l'a vu tout à l'heure, et en fonction du calendrier qu'on vous a présenté juste avant. Et cas des redevables partiels, en réalité, c'est par exemple une association qui aurait une partie une activité lucrative et d'autre côté une activité non lucrative. Si de toute façon vous avez un doute dans le cadre de l'appréciation, si vous êtes assujetti ou non à la TVA et si vous êtes concerné ou non par la réforme, on vous a mis dans la slide en bas à gauche euh, eh bien, l'annuaire de facturation de la facturation électronique qui est tenu par l'administration fiscale, comme on vous le présentera tout à l'heure, et qui en fait vous permet d'identifier si vous êtes concerné ou non par la facturation électronique. Et donc en fait, si vous apparaissez dans cet annuaire, ça veut dire qu'il va falloir que vous identifiez à la facturation, enfin sur le site de l'administration fiscale, il va falloir vous identifier dans l'annuaire des assujettis pour recevoir vos factures électroniques. En revanche, si vous n'apparaissez pas dans l'annuaire, c'est que l'administration fiscale ne vous a pas identifié comme personne concernée par la facturation électronique. Maintenant qu'on a parlé des assujettis, on peut évoquer le cas des non-assujettis. Donc les non-assujettis, c'est quoi? Ça va par exemple être les particuliers qui ne sont pas du tout concernés, ça va être les associations à but non lucratif qui respectent certains seuils de chiffre d'affaires notamment, les entreprises non établies en France qui n'ont pas à, si j'ose dire, subir la réforme de la facturation électronique et qui auront éventuellement une réforme de facturation électronique dans leur propre pays. Et on peut aussi avoir les holdings, les sociétés d'holding pures ou les SCI sans activité ou qui ne font que gérer des actifs qui ne font que gérer des actifs financiers. Et donc la gestion d'actifs financiers n'étant pas concernée par le champ de la réforme, eh bien, ils ne sont pas concernés par la réforme de la facturation électronique. Mario, oui, tu peux passer. Effectivement, donc là maintenant on va rentrer un peu plus dans le cadre de la réforme et de définir un petit peu ce qu'est la réforme de la facturation électronique. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réforme de la facturation électronique, ça se décompose en deux parties, en deux jambes, en deux jambes distinctes. La première, c'est le e-invoicing qui va concerner les opérations B2B domestiques ou B2G. Donc ces opérations, c'est les opérations qui concernent deux assujettis à la TVA. Donc ces assujettis à la TVA, ils vont avoir l'obligation d'émettre, de transmettre et de réceptionner des factures électroniques contenant un socle minimum de données structurées et des données standardisées, c'est-à-dire que chacun devra émettre une facture électronique qui aura on va dire, la même structure et la même organisation que n'importe quelle autre entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de standardiser tous les flux pour ensuite essayer d'automatiser un maximum d'informations et de données, notamment pour qu'on puisse récupérer les données de TVA si on se place du point de vue de l'administration fiscale. Donc ça, le flux e-invoicing, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le flux e-reporting. Et là, pour le flux e-reporting, ça va être toutes les relations qui sont entre un assujetti et un particulier, et ou un assujetti établi en France et un autre assujetti établi dans un autre pays tiers, qu'il soit dans l'Union européenne ou autre. Et donc là, on sera dans les opérations qu'on appelle d'e-reporting. Et là, en fait, puisqu'on ne va pas imposer à la fois un particulier et à la fois une société étrangère de transmettre une facture électronique telle qu'on l'entend nous en France, et en particulier nous on n'a pas besoin d'avoir une facture électronique telle qu'on va le voir, on a juste besoin d'avoir un document papier ou un document PDF pour faire valoir notre garantie si besoin. Donc je te propose, Mario, qu'on passe à la suite. Donc là, on va passer au détail de ce qu'est une e-facture ou e-invoicing. Donc en réalité, un invoicing, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à cela. Donc c'est tout un tas de champs de données normés, structurés, standardisés, qui sera commun à toutes les factures électroniques. Et donc, dans le cadre de la réforme, en réalité, il y a trois formats spécifiques. Il y a le format qu'on va appeler le format UBL, C2I, ou le format Facturix qui vous est présenté. Donc les deux formats que j'ai évoqués au début, UBL et C2I, ça va être uniquement des formes qui vont être totalement illisibles à l'œil nu, tel qu'on l'a vu dans la slide précédente. Et à contrario, on a le slide Facturix qui lui propose deux typologies
Une qui répond bien sûr aux standards prévus par les autres formats, qui sont du coup du format HTML avec tout un tas de lignes de code. Et par contre, on garde un visible à l'œil nu qui est présenté à droite de la slide et qui en réalité eh bien, décompose une facture telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est du coup lisible à l'œil nu. Alors ce schéma FactureX, enfin et ce standard FactureX, est a priori le format qui est le plus plébiscité par les différents éditeurs et qu'on retrouvera le plus sur le marché. Je précise juste que dans le cadre de la réforme, on va parler des plateformes agréées aussi, et les plateformes agréées devront obligatoirement vous mettre à disposition un lisible de facture, quel que soit le format, que ce soit du FactureX, du C2I ou de l'UBL. Donc maintenant, on y voit, j'espère, hein, vous y voyez, j'espère un petit peu plus clair sur ce qu'est un flux invoicing. En tout cas, ce que n'est pas un flux invoicing, et ce qui n'est pas de la facturation électronique, c'est une facture papier scanné ou un PDF ordinaire qui serait généré par votre logiciel de facturation actuel. Clairement, cela n'est pas une facture électronique et n'est en aucun cas concerné par la réforme de la facturation électronique et n'a vraiment rien à voir. Pour être une facture électronique, en réalité, et être dans le flux invoicing, il faut que la facture soit créée, émise, reçue et archivée sous forme électronique et elle doit répondre à chacun des 5 critères qui vous sont présentés en dessous. Donc tout d'abord, il faut, comme je l'ai dit, qu'on soit sur un des formats normés, donc l'un des 3 formats normés. Ensuite, ces factures électroniques, elles ne pourront être transmises qu'entre plateformes agréées. C'est-à-dire que seules les plateformes agréées pourront échanger entre elles les factures électroniques et également échanger des factures électroniques avec l'administration fiscale. Ensuite, il va falloir qu'on dispose de cycles de vie de la facture. Donc ça, c'est aussi une nouveauté dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. C'est-à-dire qu'on a différents cycles de vie entre le moment où le fournisseur émet sa facture et le moment où le client reçoit sa facture, paye sa facture. Et donc ça, on va voir ça en détail. Ensuite, on a, dans le cadre de la facturation électronique, la possibilité, grâce à ces factures électroniques, eh bien, de pré-remplir les déclarations de TVA. Et dernière chose, on a de nouvelles mentions obligatoires qui viennent s'intégrer dans le cadre de la facture électronique. Et donc, ces nouvelles mentions obligatoires font également qu'on est bien sur une facture électronique. Donc, il y a 5 champs, on va dire, obligatoires pour caractériser ce qu'est une facture électronique. Donc les mentions obligatoires qui s'appliquent dès le 1er septembre 2026, donc les voici. Donc c'est le numéro sirène du client, l'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse du siège, les informations sur la nature de l'opération, si on est sur le cas d'une livraison de biens ou le cas de prestation de service, puisque ça va déterminer l'exigibilité de la TVA, puisque vous le savez, si on est dans le cadre d'une livraison de biens, eh bien c'est la date de, de livraison qui compte et donc souvent la date de facture. En revanche, si on est dans le cadre d'une prestation de service, ça va être la date de paiement qui va concerner l'exigibilité de la TVA. Et aussi l'autre point, c'est l'éventuelle option sur les débits, puisque si on a opté pour les débits, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit reverser la TVA à la date de facturation et non pas à la date d'encaissement. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la nouvelle particularité à l'une des particularités qui est incluse dans la réforme, c'est donc le cycle de vie de la facture qui inclut 14 statuts distincts. Ces statuts, en réalité, ils ont plusieurs fonctions. Il y a des statuts qui sont déjà des statuts obligatoires, donc qui seront proposés obligatoirement par l'ensemble des plateformes agréées, donc qui sont des statuts sur fond rose. Et on a des statuts qui sont ensuite facultatifs, et nous, on vous a mis euh, en vert les statuts qui nous semblent les plus pertinents, et en tout cas les statuts qui sont recommandés. Donc je vous propose qu'on détaille un petit peu ce cycle de vie pour voir un petit peu comment cela va fonctionner. Donc on a déjà le fournisseur qui, lui, va créer sa facture électronique et va l'envoyer à sa plateforme agréée. Donc là, deux possibilités. Soit le fournisseur il envoie une facture qui est déjà au standard de la facturation électronique, soit c'est sa plateforme agréée qui va la transformer en un des formats éligibles au socle de la réforme. La plateforme agréée du fournisseur, elle va faire quoi? Elle va donc contrôler que la facture envoyée par le fournisseur est bien conforme au format de la réforme et correspond à bien toutes les mentions obligatoires et que tout cela fonctionne correctement dans le cadre de la réforme. Et c'est le seul cas où la plateforme agréée du fournisseur peut rejeter la facture. Et donc si la plateforme agréée rejette la facture, le fournisseur peut modifier cette facture puisque la facture n'a pas encore été transmise à l'acheteur. Donc il va pouvoir modifier la facture encore à cette étape-là pour la renvoyer et que la plateforme agréée refasse les contrôles. Une fois que la plateforme agréée du fournisseur elle a validé cette facture et qu'elle est correcte, il va pouvoir la transmettre à la plateforme agréée de l'acheteur grâce à l'annuaire des entreprises qu'on détaillera tout à l'heure. Cette plateforme agréée, elle va également faire les mêmes contrôles.
Donc a priori, vu qu'elles sont agréées et qu'elles font les mêmes contrôles, eh bien si la plateforme agréée du fournisseur l'a accepté, il y a de fortes chances que la plateforme agréée de l'acheteur l'accepte. Et une fois que la facture a été acceptée et validée par la plateforme agréée de l'acheteur, elle va être transmise à l'acheteur lui-même qui, lui, de son côté, contrairement aux plateformes agréées, ne va pas pouvoir rejeter la facture pour un problème de forme, mais va pouvoir rejeter la facture pour des mêmes problématiques que vous avez aujourd'hui, à savoir est-ce que ma facture correspond à ce que j'ai commandé, est-ce que le prix il est bon, est-ce que les quantités par exemple sont bonnes ou tout autre partie de paramètre. Et donc l'acheteur, si vous voyez, c'est lui qui a le plus, on va dire, de statuts à disposition. Donc il y a déjà des statuts de prise en charge et également un statut refusé, puisque là encore, il est extrêmement important pour le fournisseur qu'il puisse savoir si sa facture a été rejetée soit par sa plateforme agréée ou soit par la plateforme agréée de l'acheteur, et également si l'acheteur il a refusé sa facture. Parce que si personne ne lui dit que sa facture a été refusée, eh bien il risque d'attendre le paiement d'une facture qui en réalité n'a jamais été reçue par l'acheteur ou n'a été refusée par l'acheteur. Donc ça c'est extrêmement important et ça fait partie des statuts obligatoires. L'acheteur, lui, de son côté, il va donc prendre en charge la facture, on se va supposer qu'il accepte cette facture, et après, donc, une fois qu'il l'a acceptée, il peut soit la compléter, la suspendre, la mettre en litige, l'approuver en totalité ou l'approuver partiellement. Donc s'il l'a approuvé partiellement, il va respecter le délai de règlement de la facture et il va envoyer le paiement de la facture au fournisseur, et le fournisseur, c'est lui qui déclarera le statut encaissé de la facture. Et c'est ce statut encaissé de la facture qui va générer l'exigibilité de la TVA lorsque l'on est sur les encaissements. Et en revanche, lorsqu'on est sur la livraison, c'est la date à laquelle la facture est déposée et acceptée sur la plateforme agréée du fournisseur qui générera l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Alors, on a parlé juste avant donc de e-invoicing. Donc là, ce que je disais, la deuxième jambe de la facturation électronique, c'est quoi? C'est le e-reporting. Je rappelle, le e-reporting, c'est toutes les opérations qui sont entre un assujetti en France et un non assujetti, qu'il soit particulier ou société étrangère. Donc je rappelle ici que nous, en tant que particuliers, tous individuellement ou une entreprise étrangère, elle n'a aucun intérêt à récupérer tout un tas de données informatisées illisibles à l'œil nu. Nous, ce qu'on veut en tant que particulier, c'est avoir une facture papier, par mail ou en PDF qui puisse nous permettre de bénéficier d'une garantie spécifique. Donc là, pour ces opérations-là, il n'est pas nécessaire d'envoyer une facture à une plateforme agréée, puisque nous, en tant que particulier ou même société étrangère, n'aura pas de plateforme agréée immatriculée en France. Donc pour ces éléments-là, et pour que ces informations de chiffre d'affaires en flux B2C ou B2B international remontent dans la déclaration de TVA, il va falloir que le fournisseur envoie à l'administration fiscale un état récapitulatif de toutes ces données et de toutes ces opérations B2C ou B2B international. Et donc là, plusieurs possibilités. Soit on émet un ticket de caisse, et donc du coup, ce ticket de caisse va générer tout un tas de données et récapituler toutes les données de transaction, notamment les données de chiffre d'affaires, le montant hors taxe de base TVA, les différents taux de TVA et le montant de la TVA. Donc, je simplifie, hein, mais il y a une quinzaine de données à transmettre à l'administration. Et donc ça, la question est de savoir, c'est est-ce que votre logiciel de caisse est capable de générer ce fichier d'e-reporting ou est-ce que c'est votre plateforme agréée qui va devoir générer ce fichier d'e-reporting? Donc ça fait partie des points qui sont à valider, puisqu'on va le voir après, mais les plateformes agréées, elles ont un socle minimal eh bien de services à proposer pour que la facturation fonctionne, mais après, elles peuvent également proposer des services additionnels. Donc la génération du fichier d'état récapitulatif des transactions dans le cadre du e-reporting, ça peut faire partie des choses proposées par votre plateforme agréée, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça fera partie des petits éléments discriminants entre les plateformes. Vous verrez dans la présentation, je vous ferai quelques focus comme ça au fur et à mesure. L'autre possibilité, c'est de générer une facture sous un format éligible à la réforme, où en fait on va regrouper toutes les opérations et toutes les transactions réalisées sur la période pour les envoyer sous forme de facturation électronique à sa plateforme agréée qui elle-même l'enverra à l'administration fiscale. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de saisir manuellement un état récapitulatif des transactions, eh bien, directement sur la plateforme agréée ou de le générer directement par votre logiciel de caisse. Donc là, sur cette partie e-reporting, vraiment le point important et central, c'est comment est-ce que je vais être capable de générer mon flux e-reporting, soit mon logiciel de caisse, soit mon logiciel soit ma plateforme agréée que j'aurais choisi. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe peut-être à la suite. Oui, Charles, il y a une question est-ce que tu pourrais préciser le cas des associations et notamment les associations à but non lucratif mais qui travaillent avec des entreprises assujetties?
Alors, pour les associations à but non lucratif, donc il va falloir déterminer si vous êtes assujetti ou non à la TVA et si vous êtes concerné par la réforme. Alors, pour savoir si vous êtes concerné par la réforme en tant qu'association, il va falloir valider plusieurs critères. Déjà, il va falloir voir si vous avez une activité commerciale ou non et si vous avez une gestion désintéressée ou intéressée, si votre activité lucrative est prépondérante ou non. Et si en réalité vous répondez non à chacune de ces questions, c'est-à-dire que vous avez une gestion désintéressée, que vous n'avez pas une activité lucrative prépondérante, ou que les recettes que vous réalisez sont inférieures à 81 011 euros par an, en tout cas c'est pour 2025, eh bien vous n'êtes pas dans le champ de la réforme. En revanche, si vous avez oui à l'une de ces questions, eh bien, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir réceptionner les factures électroniques, donc choisir une plateforme électronique avant le 1er septembre 2026, d'une part, et d'autre part, que vous allez devoir envoyer des factures électroniques à vos clients. Et donc, en revanche, si vous répondez nous à toutes ces questions, que vous n'êtes pas dans le cadre d'une activité commerciale, eh bien, vous n'êtes pas concerné spécifiquement par la facturation électronique. Et c'est-à-dire que les entreprises vont continuer à envoyer vos factures telles que vous le faites actuellement, et vous pourrez continuer à envoyer vos factures telles que vous le faites actuellement. Alors, ce que j'appelle facture, hein, ce qui n'est pas forcément toujours des factures par ailleurs, ça peut toujours être des dons. Euh, voilà pour cette partie. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Alors de toute façon, on y reviendra après, puisqu'on a on a préparé une offre spécifique, notamment pour les associations, et on en parlera tout à l'heure. On peut avancer du coup, Mario, sur l'écosystème pour vous présenter un petit peu ces acteurs. Et donc ceux en fait qui vont mettre des rouages dans le système de la facturation électronique pour que tout fonctionne correctement. Donc on a plusieurs acteurs. On a déjà le portail public de facturation. Le PPF, donc lui, en fait, il a deux rôles principaux. Le premier, ça va être de concentrer les flux à destination de l'administration fiscale. Donc, on va le voir, c'est qu'en réalité, le PPF, il va se placer entre les plateformes agréées et l'administration fiscale pour récupérer toutes les données de TVA et de chiffre d'affaires et les injecter ensuite vers l'administration fiscale. Et le deuxième rôle qui est extrêmement important, c'est la mise à disposition de l'annuaire centralisé des assujettis. L'annuaire centralisé des assujettis, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la slide spécifique qui présentait les assujettis à la TVA. Et quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez pouvoir vous connecter à l'annuaire, vous allez pouvoir donc voir si vous êtes concerné par la réforme et vous allez pouvoir voir aussi si vos clients et fournisseurs ils sont concernés par la réforme de la facturation électronique. Donc cet annuaire, en réalité, il va raisonner sur trois niveaux. Le premier niveau, ça va être le sirène. C'est-à-dire qu'en fait, pour bon nombre d'entreprises, on va avoir en fait qu'une seule adresse de réception. Donc du coup, on va raisonner au sirène. Après, on peut raisonner au SIRET. C'est-à-dire que si on a plusieurs établissements et qu'on veut que les factures elles arrivent à l'établissement 1 ou à l'établissement 2, ben, on peut avoir du coup plusieurs adresses. Et en fait, enfin, on va avoir un troisième niveau qui va être le code service et qui donc là peut, si on veut, dans une grande entreprise, eh bien, que la facture arrive au service achat, arrive directement à la direction ou directement au service comptabilité. On peut avoir plusieurs codes service. Et donc ce code service, ce sirène et ce SIRET vont constituer ce qu'on appelle le code de routage, et ce qui va permettre pour la plateforme agréée du fournisseur d'identifier la plateforme agréée du client et également de pouvoir adresser et envoyer la facture au bon site, au bon établissement ou au bon service si cela est nécessaire. Ça sera notamment très important pour des très grosses entreprises hein, qui sont très structurées. Ensuite, le deuxième acteur important, c'est là où les plateformes agréées, qui sont anciennement les PDP, qui étaient les plateformes dématérialisées partenaires. Ces plateformes agréées, attention, elles sont immatriculées sous réserve à date et la liste définitive sera normalement connue fin 2025. Alors je dis normalement puisque à chaque fois qu'on nous annonce des délais, ils sont repoussés. Mais en tout cas, on devrait connaître quelques plateformes totalement agréées d'ici la fin de l'année 2025. Ces plateformes agréées, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les seuls à pouvoir échanger des flux de la réforme. Donc c'est les seuls à pouvoir envoyer des informations à l'administration fiscale et envoyer des informations entre elles. Elles seront donc immatriculées et auditées régulièrement par l'administration fiscale afin de vérifier qu'on correspond bien au flux de la réforme et qu'elles respectent bien tous les critères également de sécurité de la facturation électronique. Elles auront la possibilité de mettre à jour l'annuaire centralisé des assujettis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, que on pourra changer de plateforme agréée.
C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez choisi une plateforme agréée en 2026 que vous ne pourrez pas changer en 2027. Et enfin, ces plateformes agréées pourront proposer des services additionnels. Et donc ces services additionnels, en réalité, il n'y a pas vraiment de limite, puisqu'elles pourront proposer tout un tas de services additionnels, que ce soit l'intégration de statuts complémentaires du cycle de vie, ce que je disais, les statuts facultatifs tout à l'heure. Les plateformes agréées ont l'obligation de ne traiter que les statuts obligatoires, pas facultatifs. Donc, si vous voulez, vous, des statuts facultatifs, il faudra voir si votre plateforme agréée peut ou pas les gérer. Pareil pour la génération du flux reporting, ça fait partie des services additionnels. L'archivage, les solutions de paiement, les solutions de relance client, voilà, tout un tas de services comme ça qui peuvent être proposés. Et qui dit service additionnel dit forcément facturation additionnelle par ces plateformes agréées. Et enfin, le dernier acteur, ça va être les solutions compatibles. En fait, ces solutions compatibles, elles ne sont pas agréées par l'administration fiscale, elles sont choisies par le client ou par le fournisseur, enfin par les entreprises, pour les accompagner et pour leur faciliter le passage à la facturation électronique. Et donc là, l'idée, euh, les services, en réalité, ils sont mis à ils vont permettre, les services des solutions compatibles, ils vont permettre de passer sereinement le cap. Et ça va être par exemple le fait que si votre logiciel de facturation n'est pas capable de générer une facture au format de la réforme, votre solution compatible va peut-être pouvoir identifier les éléments et les mentions obligatoires de la facture pour générer une facture qui sera éligible au format de la réforme. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe au schéma de fonctionnement de la facture électronique. Donc, on a un fournisseur qui va émettre sa facture électronique, qui va l'envoyer à sa plateforme agréée. Sa plateforme agréée, elle va faire deux choses. La première, elle va interroger la base annuaire de l'administration fiscale qui est dans le concentrateur de données pour identifier la plateforme agréée de l'acheteur et transmettre la facture ensuite à l'acheteur. Et la plateforme agréée va également communiquer les données de TVA et de transactions à l'administration fiscale via le concentrateur de données. Et donc ça se fait en instantané, hein. C'est-à-dire que tout ce que je décompose effectivement à chaque fois cela, mais en réalité, quand on est en invoicing, la facture, une fois qu'elle est envoyée par le fournisseur et que tout fonctionne, en quelques secondes, la facture est immédiatement reçue par l'acheteur et tout est transmis immédiatement à l'administration fiscale. Par contre, en ce qui concerne les données de transaction, donc les données d'e-reporting que j'évoquais tout à l'heure, là, on a donc notre fournisseur qui va envoyer ces états et ces données de paiement ou ces données de transaction à sa plateforme agréée, qui elle-même va les envoyer à l'administration fiscale via le concentrateur de données. Mais là, il n'y a pas d'intérêt à envoyer les données au fur et à mesure à chaque passage en caisse de vos clients. L'idée, c'est de transmettre les données soit une fois par jour ou à minima une fois tous les 10 jours. Donc là, on n'a pas du tout la même séquentialité de transfert des données. Et je parle de données de transaction et de données de paiement. Données de transaction, ça va concerner les opérations de livraison de biens en flux B2C ou en flux B2B international. Et les données de paiement, ça va être pour toutes les opérations de prestations réalisées avec des particuliers ou des entreprises étrangères. Donc voilà un petit peu comment cela fonctionne. Euh, J'espère qu'effectivement je suis suffisamment clair. N'hésitez pas à me dire, hein, si je vais trop vite ou à repréciser certains éléments si besoin. L'objet aussi, cette facturation électronique, en réalité, il y a plusieurs façons de l'aborder. Il y a soit effectivement on subit cette réforme et du coup on ne va faire que le minimal et du coup on attend assez peu de choses de la facturation électronique, ou soit effectivement on essaie de profiter de cette réforme pour s'améliorer dans le cadre de ces process. Et dans le cadre de la facturation électronique, en réalité, il y a plusieurs enjeux qui sont, à notre sens, stratégiques et qui méritent votre réflexion. Le premier enjeu stratégique, ça va être de sécuriser votre trésorerie et d'assurer la continuité d'exploitation. Puisque si vous n'êtes pas en capacité de passer le cap de la réforme de la facturation électronique, vous n'allez plus pouvoir facturer et donc à terme, vous n'allez pas pouvoir encaisser vos factures. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, le fait de passer à la facturation électronique, comme je vous l'ai dit, va vous obliger à choisir une plateforme agréée. Qui dit plateforme agréée dit refonte un petit peu de votre système d'information. Et donc, du coup, cela va engendrer quelques modifications dans le cadre de votre organisation. Et également, il est fort probable que vous allez devoir former vos équipes à la fois au flux de la réforme, mais également à la nouvelle organisation dans le cadre de votre entreprise. Également, il va falloir former vos équipes à vos nouvelles plateformes, en fait, à votre nouvelle plateforme agréée. Ensuite, ça va avoir un impact de digitalisation de vos process, puisque effectivement, tout va être automatisé. En tout cas, beaucoup de choses pourront être automatisées. Ça va améliorer le pilotage de votre trésorerie notamment, puisque lorsque vous allez accepter vos factures fournisseurs, vous savez à quelle date vous allez payer vos fournisseurs en respectant vos délais de paiement. De même, lorsque vos clients vont accepter vos factures, vous savez à quelle date, normalement,
ils vont pouvoir vous payer. Donc ça va vous donner aussi un peu plus de prévisibilité en termes de trésorerie, ce qui potentiellement peut vous permettre d'identifier des périodes de creux en termes de trésorerie pour solliciter la banque assez tôt pour pouvoir obtenir un financement relativement rapide et efficace, ou de l'autre côté, pouvoir effectivement peut-être placer de la trésorerie si besoin. Et enfin, du point de vue financier, ça permet aussi de sécuriser vos opérations financières, de fiabiliser vos opérations financières et d'avoir une visibilité, on va dire, quasiment instantanée de vos différents flux, que ce soit des flux de facturation, des flux d'achat ou même des flux de trésorerie. Donc après, on va passer assez vite sur cette slide qui sont quelques exemples en réalité d'optimisation. Alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on précise certains éléments, alors, parce qu'effectivement je suis passé un petit peu vite suite au bug technique, je cours un petit peu après le temps, mais n'hésitez pas à me dire si effectivement vous avez des choses que vous souhaitez que je reprécise et bien sûr je le ferai avec grand plaisir. Mario, pas de questions Non, non, pas de spécifiques? question. Tu peux Ok, continuer. ok. Eh bien on enchaîne. Si tu peux passer la slide, Mario, s'il te plaît. Donc là maintenant, effectivement, on n'a pas forcément trop parlé pour l'instant de cas d'usage, mais ça c'est un autre concept de la facturation électronique, le cas d'usage. Euh, le cas d'usage, en réalité, c'est quoi? C'est des typologies de facturation qui sont spécifiques. Et ces typologies de facturation qui sont spécifiques, elles vont entraîner en fait des traitements particuliers, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un modèle de cycle de vie assez simple que je vous ai présenté tout à l'heure entre un fournisseur, sa plateforme agréée, la plateforme agréée du client et le client. Là, en fait, dans ces cas spécifiques de facturation, on va avoir différentes particularités qui vont engendrer en fait des traitements spécifiques. Et donc là encore, comme je le disais tout à l'heure, les différents cas d'usage, ça va vous permettre aussi d'identifier là où les plateformes agréées qui correspondent le mieux à votre besoin. Puisque les plateformes agréées, elles n'ont pas l'obligation de traiter l'ensemble des cas d'usage. Bien sûr, il faut qu'elles en traitent un petit peu pour correspondre et répondre aux besoins de leurs clients, mais elles n'ont pas l'obligation de traiter les 36 cas d'usage. Donc ça, c'est pour ça que c'est extrêmement important, vous, de votre côté, de pouvoir identifier quels sont vos cas d'usage spécifiques et est-ce que ma plateforme agréée va être capable de les traiter? Et est-ce que moi, en interne, je vais être capable de transmettre les informations nécessaires pour répondre aux exigences de ces différents cas d'usage? Donc, on va vous présenter les cas d'usage qui sont en bleu dans ces deux slides et on a également mis sur fond vert les cas d'usage qui nous semblent importants et qu'on va retrouver chez bon nombre de nos clients. Donc ça va être notamment le cas d'une facture d'acompte et d'une facture finale. Si j'explique le principe tout simplement, dans la facture finale, il va falloir que l'on reprenne les numéros de facture de chacune des factures d'acompte, si on a une ou plusieurs. On va avoir le cas d'émission de factures payées, sur lequel je reviendrai dans le cadre des frais collaborateurs. On va avoir le cas de multicommande, multilivraison. Donc là, c'est par exemple le cas lorsque vous vous rendez dans un magasin plusieurs fois par mois et que vous recevez une facture mensuel avec différentes dates d'enlèvement et de réception, et bien ça ne fait pas partie du cas, on va dire, du cas général de la facturation électronique, puisque normalement pour la facturation électronique, c'est une livraison, une facturation. Donc là, si vous êtes dans cette typologie-là, et que vous êtes un magasin qui facturait une fois le mois pour plusieurs enlèvements, eh bien vous allez devoir utiliser ce cas d'usage multilivraison, multicommande pour éviter d'avoir à gérer chacun des flux à chaque livraison. Ensuite, on a un autre cas qui est les factures payées par un tiers. Donc là, ça va notamment être le cas applicable lorsque vous avez un sinistre et que vous avez l'assureur qui va intervenir, puisque là, vous avez par exemple sur un sinistre véhicule, eh bien le garage qui va faire une facture. Cette facture, elle va être payée en partie par l'assurance et en partie par vous. Et donc là, ça fait partie des cas d'usage de facturation. Après, on peut avoir l'achat et la vente de marchandises sur la marketplace. On peut avoir les factures de débours, notamment lorsque vous faites appel, par exemple, à un avocat, à un expert comptable, ou aussi si vous faites appel, par exemple, à un notaire. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe au cas d'usage spécifique. Donc, on a choisi en réalité de vous présenter quelques cas d'usage. Donc, le premier, c'est l'autofacturation. Donc, l'autofacturation, en réalité, ça va être un schéma inversé à la base, c'est-à-dire que c'est l'acheteur qui va créer la facture. Donc là, préalablement
au système de l'autofacturation. Il faut que pour l'autofacturation, eh bien, il y ait un mandat entre le fournisseur et l'acheteur pour que le fournisseur autorise l'acheteur à créer une facture pour lui et pour son compte. Donc là, dans ce cas précis, on a donc la création de la facture par l'acheteur qui va transmettre la facture au fournisseur. Le fournisseur va valider cette facture, soit en automatique, soit validée en appuyant sur un bouton. Ensuite, cette facture, une fois qu'elle est validée, elle retourne chez l'acheteur, qui lui va suivre tous les statuts, les différents statuts que je vous ai présentés tout à l'heure. Et une fois que la facture va être effectivement payée, enfin va être effectivement arrivée à échéance, il va envoyer le paiement au fournisseur, qui lui va pouvoir mettre à jour le statut encaissé. Et donc, si on est sur une prestation de service, c'est donc le statut encaissé qui va générer l'exigibilité. En revanche, si on est sur une livraison de biens, c'est à la création de la facture par l'acheteur que les données de facturation vont être envoyées à l'administration fiscale pour générer l'exigibilité de la TVA sur cette prestation. Ensuite, je propose qu'on passe au deuxième cas, qui est l'affacturage. Donc là, l'affacturage, en réalité, on va avoir un tiers qui va s'immiscer entre le fournisseur et l'acheteur. Encore une fois, ici, il va falloir qu'il y ait un contrat entre le fournisseur et le factor, qui soit préalable. Donc on a le fournisseur qui, lui, va donc créer sa facture de manière habituelle. Sa facture, une fois qu'il l'a créée, il va l'envoyer à son acheteur, qui va suivre les différents statuts du cycle de vie. Mais sauf que l'acheteur, au lieu de payer le fournisseur, il va payer le tiers. Et c'est le tiers, lui, qui va gérer et générer ce statut encaissé de la facture et générer l'exigibilité de la TVA si on est sur une prestation. Et encore, si on est sur une livraison de biens, eh bien, c'est à la création de la facture par le fournisseur, eh bien, que l'on va générer l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Si vous voyez également sur le schéma, et donc sur le petit 1, il est indiqué création de la facture avec mention du facteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez des cas d'usage, eh bien, vous avez des données et des mentions obligatoires spécifiques qui vont venir s'ajouter aux mentions obligatoires générales de la facturation électronique. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous faites le cas d'usage de la facturage, eh bien, vous aurez l'obligation de mentionner dans votre facture, et donc il y aura un champ obligatoire spécifique de ce cas d'usage-là qui sera la mention du facteur. Et donc, pour que votre facture à facturer corresponde et rentre dans le cadre de la facturation électronique, il va falloir mentionner le facteur, sinon votre plateforme agréée va refuser la facture puisqu'il n'y aura pas la mention spécifique. Et donc chaque cas d'usage peut avoir comme ça des mentions spécifiques qui sont obligatoires ou facultatives, ça dépend, mais en tout cas, vous avez des mentions spécifiques à chaque fois que vous avez un cas d'usage. Ensuite, je vous propose qu'on parle des notes de frais et là, en réalité, on a deux possibilités et deux particularités pour les notes de frais. On a tout d'abord les notes de frais qui vont répondre au flux e-invoicing. Donc là, pour être plus clair, je vais prendre un exemple assez pratique. Donc là, on a donc un fournisseur qui peut être par exemple un hôtel, un collaborateur qui n'a pas de plateforme agréée, hein, qui est comme vous et moi, et un acheteur qui va donc être l'entreprise qui emploie ce collaborateur. Donc le collaborateur, il passe une nuit à l'hôtel, le lendemain matin, il va à la réception pour payer sa facture, donc il va indiquer à l'hôtelier et se présenter comme étant un salarié de l'entreprise acheteuse. Le fournisseur, donc l'hôtelier, il va générer une facture qu'il va demander, il va demander le paiement au collaborateur, donc le collaborateur va payer immédiatement cette facture. L'hôtelier, il va donc générer cette facture et créer cette facture et la transmettre au PA de l'acheteur. Mais puisque la facture a déjà été payée par le collaborateur, l'hôtelier, il va générer une facture qu'on va appeler déjà réglée. Donc en fait, cette facture déjà payée, elle va être envoyée à l'acheteur pour information et pour comptabilisation de son côté et pour récupération de la TVA. Et l'hôtelier de son côté, la facture, dès qu'il l'a créée, en fait, il va mettre à jour automatiquement le statut encaissé de la facture pour générer également eh bien, l'exigibilité de la TVA, alors que l'on soit en prestation ou en livraison de biens. Mais en tout cas, ça ne change rien du point de vue du collaborateur, puisque lui, le collaborateur, par contre, il va toujours faire sa note de frais, soit papier, soit via un module que vous aurez choisi. Et donc, vous aurez la possibilité, eh bien, pour l'entreprise, eh bien, de rembourser la note de frais une fois que vous avez effectivement, d'une part, reçu la facture et reçu la note de frais du collaborateur. Par ailleurs, dans la pratique, ce qu'il est prévu, c'est que lorsque l'hôtelier va faire une facture et créer la facture envoyée à l'acheteur, il va également mentionner on va dire, le matricule du collaborateur pour que l'entreprise, elle puisse rapprocher
eh bien, la facture émise par l'hôtelier avec la note de frais émise par le matricule du collaborateur. Voilà. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir matcher la facture reçue par l'acheteur déjà payé et la note de frais du collaborateur. Mais ça ne change en rien le fait que le collaborateur, on le rembourse comme avant. Ça ne change absolument rien. Mais dans cette partie-là, note de frais, on est bien sur un flux invoicing puisque l'hôtelier envoie sa facture à l'acheteur. Je crois qu'on a une question. J'ai vu Oui. passer une question. Est-ce que cela signifie que le collaborateur doit donner le numéro de TVA de son employeur? Alors, c'est au-delà du numéro de TVA, en fait, le collaborateur, il va devoir se promener un petit peu avec lui, si j'ose dire, avec le code routage de son entreprise. Ça peut être le numéro sirène, comme je disais tout à l'heure, le numéro SIRET ou le code service. Donc, en fait, ça veut dire que le tiers, lorsqu'il va s'identifier dans l'hôtel, il va falloir qu'il donne les informations d'identification de son entreprise. Donc ça, je pense qu'à terme, en réalité, tout le monde aura le numéro sirène ou peut-être un QR code sur son téléphone pour pouvoir communiquer ces informations assez rapidement et que l'hôtelier puisse faire la facture. Là, clairement, c'est la pratique après qui va guider le fonctionnement. Mais il va falloir que le collaborateur puisse donner les moyens à l'hôtelier d'identifier sa propre entreprise, quoi. Et donc après, Mario, si on passe à l'autre cas, qui est exactement la même situation, sauf que là, le collaborateur, quand il se présente à l'hôtelier, eh bien, il ne va pas s'identifier clairement. C'est-à-dire l'hôtelier, au lieu de faire une facture invoicing, il va faire un flux e-reporting. Donc il va faire comme s'il facturait un particulier en B2C. Et par contre, lui, le collaborateur, il va donc bien sûr payer sa facture, et donc là, pas de problème, il va faire sa note de frais, et donc il va se faire rembourser par son entreprise via sa note de frais, et l'entreprise va comptabiliser la charge, non pas par rapport à la création de la facture, mais par rapport à la note de frais du collaborateur. Après, il est bien entendu possible, mais ce qui, à mon avis, est un peu compliqué, pour l'hôtelier, eh bien, de générer une facture en e-invoicing sur demande de l'acheteur entreprise. Je m'explique. On se trouve dans cette situation, le collaborateur, il a payé la facture, il a reçu une facture en son nom, il se fait rembourser via note de frais, mais l'entreprise du collaborateur souhaite quand même avoir et récupérer la facture de l'hôtelier en invoicing pour pouvoir la comptabiliser et notamment récupérer la TVA sur cette prestation. Donc là, l'entreprise du collaborateur pourra réclamer une facture à l'hôtelier qui lui-même enverra une facture déjà payée à l'entreprise finale. Et pourquoi j'évoque cette subtilité? C'est parce que normalement, dans les règles de TVA, chaque société ne peut déduire la TVA sur ses achats qu'à partir du moment où la facture est libellée à son nom, à partir du moment où la TVA est bien précisée, que le montant hors taxe est bien précisé. Si ces conditions ne sont pas respectées, normalement, on n'a pas le droit de déduire la TVA. Alors, on le fait très souvent parce qu'il y a une tolérance administrative, mais en réalité, dans le cadre de la réforme, il peut arriver que les frais soient supérieurs à 150 euros, et donc dans ce cas-là, il faudra potentiellement aller à la pêche, on va dire, aux notes de frais pour aller récupérer les factures qui n'auraient pas été identifiées et communiquées directement à l'entreprise. Et ça peut être problématique. Donc, il faut vraiment privilégier, à mon avis, dans votre organisation interne et de spécifier à tous vos collaborateurs qui font des déplacements de bien demander à ce qu'ils identifient l'entreprise pour que la facture passe directement au flux invoicing et qu'on n'ait pas toutes ces problématiques de TVA et d'aller rechercher les factures. Alors, je crois que j'ai vu passer des questions, Mario. Oui, tout à fait. Du coup, nous avons deux questions. Une qui concerne le cas d'un logiciel de notes de frais. Donc, Oui. comment est comptabiliser les notes de frais et par rapport à la compta? Est-ce que c'est enregistré deux fois? Et l'autre question concerne les frais de carburant. Alors, donc pour la première, non, l'idée effectivement, c'est que vous n'ayez pas à comptabiliser deux fois. Si je reprends le cas de tout à l'heure, donc vous avez une facture qui est donc émise par l'hôtelier et qui est envoyée directement à l'acheteur. Donc en fait, c'est cette facture qui va être comptabilisée. Après, vous avez le collaborateur qui va faire une note de frais. Et donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas comptabiliser à la fois la note de frais et à la fois la facture de l'hôtel. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va rapprocher la facture réceptionnée par l'entreprise acheteuse et on va la rapprocher avec la note de frais pour, pour neutraliser effectivement ces éléments-là. Et d'où l'intérêt dans la facture qui est émise par l'hôtel de bien mentionner le matricule du collaborateur ou l'identité du collaborateur pour qu'on puisse rapprocher la facture envoyée par l'hôtelier et la note de frais du collaborateur. Et en fait, l'idée, c'est que grâce à ce matricule, vous allez pouvoir matcher les deux. Pardon, et que vous allez, en plus de matcher les deux, eh bien, vous allez pouvoir
éviter cette double, effectivement, facturation, parce que sinon, vous allez vous retrouver à comptabiliser à la fois une note de frais et à la fois une facture. Donc là, l'idée, c'est vraiment de matcher la facture envoyée directement par l'hôtelier et la note de frais du collaborateur pour générer le paiement, mais en aucun cas, vous allez à la fois comptabiliser la note de frais et à la fois comptabiliser la facture invoicing. Je ne sais pas si je suis clair, n'hésitez pas à me le dire, je peux repréciser. Est-ce que tu Et peux la préciser note, les cas de carburant? donc à terme, ce Ah, logiciel ne sera plus utilisé. Vous voulez dire logiciel de note de frais? Alors non, justement, alors l'intérêt du logiciel de note de frais, alors on va parler de cartographie tout à l'heure, mais l'intérêt du logiciel de frais, c'est que l'idéal, c'est que votre logiciel de frais, s'il faudra toujours l'utiliser, et vous pourrez toujours scanner vos factures avec votre téléphone et l'envoyer via votre outil de note de frais. L'intérêt quand même, c'est de l'avoir toujours cet outil de note de frais, c'est que le collaborateur, lui, il puisse saisir quand même ces données pour ensuite se faire rembourser. Et l'intérêt également de cela, c'est que votre logiciel de note de frais puisse échanger avec votre logiciel comptable également, pour que effectivement tout ça puisse se rapprocher. Et donc non, justement, vous pourrez toujours avoir des logiciels de note de frais, mais l'idée étant quand même de pouvoir le connecter avec votre logiciel comptable pour éviter les doublons et pour matcher les deux. Mais non, non, vous aurez toujours la possibilité de scanner vos notes de frais, et ça fera toujours partie des services qui seront extrêmement importants. Alors pour ensuite la partie frais de carburant. Donc la partie frais de carburant, cela ça ne change absolument pas. Où là en réalité, eh bien, pour les frais de carburant, on n'a pas de notes de flux en invoicing comme on l'a précisé ou de flux e-reporting. En réalité, là, le collaborateur, il va donc faire son plein de carburant, il va scanner son ticket comme on le fait actuellement et ça va rentrer dans le cadre des notes de frais. Et donc là, cette note de frais, puisqu'on ne va pas la rapprocher avec une autre facture, elle va bien être comptabilisée en charge spécifiquement. Donc là, le cas du carburant, ça ne change absolument pas ce que vous connaissez actuellement. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. Marie-Aude, hop, ah, je vais essayer de me tout à fait. connecter. Nous avons une question sur les factures sur PF dématérialisées on affecte les comptes et on les renvoie dans la compta. Donc, comment Alors, s'articule cette nouvelle nous, nous organisation? enregistrons toutes nos factures sur une plateforme dématérialisée, on affecte les comptes et on les envoie dans la compta. Je n'arrive pas à voir comment s'articule notre plateforme dématérialisée, la compta, et cette nouvelle plateforme. Alors, en gros, c'est qu'il y aura une clé, comme je disais tout à l'heure, avec un matricule qui vous permettra de rapprocher la note de frais qui est faite sur votre outil note de frais et votre facture que vous allez recevoir dans votre comptabilité et via votre plateforme agréée en fait, pour éviter la double saisie, parce que je pense que c'est ça le point. C'est-à-dire que vous avez un matricule dans votre note de frais et un matricule dans votre facture qui est reçue, et donc pour ne pas avoir à payer deux fois, à comptabiliser deux fois, on rapproche les deux pour ne pas avoir de problème. Alors, il ne s'agit pas. Alors, toutes les factures d'achat, si vous parlez de doublons du coup de factures d'achat, je vois pas trop, en fait, je suis désolé, je comprends pas trop la question. Mais si la question c'est de dire comment est-ce que je fais pour éviter les doublons de factures qui arriveraient dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, en réalité, vous aurez la possibilité, mais on va le voir un petit peu tout à l'heure, lorsque vous récupérez vos factures d'achat, de valider si vous acceptez la facture d'achat ou non. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cycle de vie. C'est-à-dire vos factures d'achat, qu'elles arrivent par n'importe quel outil, elles vont arriver par votre plateforme agréée que vous avez choisie. Et donc cette facture, quand elle va arriver, vous avez la possibilité soit de l'accepter, soit de la refuser. De la même manière que vous acceptez ou vous refusez vos factures actuellement, sauf qu'aujourd'hui, quand vous refusez une facture, bah, vous appelez ou vous envoyez un mail à votre fournisseur pour dire bah, je suis pas d'accord avec ta facture, merci de me la rééditer. Je sais pas si je réponds à votre question ou pas. Sinon, je vous invite juste à me repréciser le point et on va continuer pour ne pas se bloquer parce que je vois que le temps défile. Et peut-être que d'ailleurs, on va répondre à la question si j'ai pas été suffisamment clair, mais sinon, n'hésitez pas à la reposer cette question si nécessaire. Donc maintenant, l'idée aussi, c'est qu'on a présenté un petit peu les cas de la réforme. Exactement. Je réponds à la question. Donc effectivement, donc je reçois les factures. Je les transfère à notre plateforme. Alors attention, vous ne les transférez pas à votre plateforme. Les factures, elles arrivent directement à votre plateforme. Cette plateforme, en réalité, une fois que vous les avez validées, elles vont venir s'intégrer automatiquement en compta. Alors ça, c'est la préférence. Je ne dis pas que ce sera dans tous les cas, ce sera tout le temps le cas, mais en tout cas, oui. Une fois que vous avez validé votre facture à la réception, elle va venir s'intégrer dans votre logiciel de comptabilité. C'est l'idée, effectivement, hein. Et donc, c'est aussi l'idée d'avoir un système d'intégrer en totalité. Donc ça, je vous propose, d'ailleurs, on va le voir juste après
dans les différentes cartographies. Donc là, maintenant, l'idée, nous, c'est comment est-ce qu'on peut, d'une part, vous accompagner ou de moins vous donner les clés à minima pour passer le cap de cette réforme. Et donc, pour passer le cap de cette réforme, vous avez compris, il y a bien sûr le choix de la plateforme agréée, mais il n'y a pas que cela. Pour choisir cette plateforme agréée, il faut déjà avoir validé un certain nombre de prérequis. Ces prérequis, c'est ceux qu'on vous affiche à l'écran. Donc, il y a le prérequis de base de données, c'est-à-dire qu'il faut que ma base de données clients et fournisseurs soit suffisamment propre pour que je puisse récupérer mes factures de mes fournisseurs de manière correcte, puisqu'il est quand même fort probable qu'on ait quelques petits malins qui se créent des sociétés un petit peu fictives en copiant peut-être le nom ou nom commercial de certains fournisseurs et qui vous envoient des factures de fournisseurs habituels, sauf que le RIB ne va pas forcément être le même. Alors si vous avez une base de données suffisamment précise avec les informations bancaires de vos fournisseurs, vous allez avoir une alerte pour vous dire attention, la dernière facture reçue, le RIB est différent. Êtes-vous certain de valider le paiement, oui, non? Et donc là, vous pourrez appeler votre fournisseur pour vérifier que le RIB qui est indiqué dans la facture est bien le bon et que le fournisseur a bien changé. Parce qu'on a quelques clients qui ont pu effectivement avoir de mauvaises surprises sur ces cas de fraude au RIB, et donc l'hygiène d'une base de données, ça va permettre de faire ce type de contrôle. De même pour vos bases de données clients. Si vous n'avez pas le numéro SIREN, SIRET ou le code service de votre client, eh bien vous ne pourrez pas transmettre votre facture à la bonne plateforme agréée et transmettre au bon service de votre client. Donc ça, l'hygiène des bases de données est extrêmement importante et c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière assez simple et vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément besoin de nous. Nous, on peut vous donner les clés, mais en tout cas, vous pouvez le faire ça de votre côté. Ensuite, on a les mentions obligatoires, comme je le disais, les mentions obligatoires qui sont prévues par le Code de commerce, les mentions obligatoires qui sont ajoutées par la facturation électronique et également les mentions obligatoires en fonction des différents cas d'usage. On a les formats de facture, que je rappelle, C2I, UBL, Facture X. On a les cas d'usage, les 36. Donc ça, c'est extrêmement important de faire le point sur quel cas d'usage me concerne. Et ensuite, on a là le flux e-reporting. Est-ce que je suis en capacité de générer mon flux e-reporting pour que je l'envoie à ma plateforme agréée qui elle-même l'enverra à l'administration fiscale? Donc voilà un petit peu pour ces 5 prérequis. Et une fois qu'on a fait ces prérequis, en fait, on peut se donner le go eh bien pour faire le point sur ce que l'on peut faire et comment aborder le cas de la facturation électronique. Donc nous, en ce qui concerne notre accompagnement, en fait, dans notre processus, on a essayé de segmenter un petit peu notre typologie de clientèle. On a tout d'abord les clients sur lesquels, d'une petite taille, hein, sur lesquels en fait on peut vous accompagner sur un format un petit peu standardisé, un petit peu général. Et donc là, on a identifié différentes professions, différentes typologies. Et donc en fait, vous avez et vous aurez dans le support la possibilité d'ailleurs d'accéder à chacune de nos communications et chaque collaborateur de chacun de nos bureaux vous communiquera, si vous êtes concerné par l'un des 6 cas présentés ici, une communication spécifique pour vous proposer quelques éléments clés et pour vous proposer effectivement notre accompagnement spécifique. Et notre accompagnement spécifique sur les petits dossiers, il se décompose en 3 parties. La première, c'est choisir votre plateforme agréée avec votre accord d'ici le 1er septembre 2026 à minima pour que vous puissiez récupérer les factures électroniques sur votre plateforme agréée. Il faut bien sûr ici, dans le choix de la plateforme, qu'elle soit conforme à vos obligations et également cohérente avec votre organisation. Et cela inclut également, dans notre forfait, la répartition des tâches entre vous et nous. Puisque comme je le disais, les factures une fois qu'elles vont arriver et être réceptionnées sur votre plateforme agréée, eh bien, vous allez pouvoir les valider ou les refuser. Mais de cela, il faudra voir entre vous et nous qui le fait. Est-ce que c'est vous qui vous connectez ou est-ce que c'est nous? Et vous nous donnez mandat pour qu'on puisse valider telle typologie ou non. Alors, ça nous semble un petit peu compliqué, mais pour certains cas spécifiques et notamment des petits dossiers, on pourra peut-être éventuellement le faire. Mais bien sûr, à chaque fois, il faudra nous donner votre accord. Après, on gérera également l'inscription de votre entreprise dans l'annuaire des entreprises, tenu par le PPF, comme on le disait tout à l'heure. Et enfin, l'idée, c'est également de pouvoir vous présenter l'outil pour voir un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne et comment est-ce que tout cela s'articule. Donc voilà un petit peu ce que l'on se propose de faire. Et donc notre tarification, c'est, on va dire, 200 € pour les missions, on va dire, de base et les activités relativement faciles qui ne sont concernées principalement que par la réception. Donc ça va être notamment les professions libérales, les sociétés civiles avec peu de volume, les holdings également avec peu de volume, ou alors les loueurs en meublé non professionnels ou professionnels. Après, pour tout ce qui va être exploitation viticole, là, on va avoir des éléments qui sont, enfin, oui, et des points de contrôle qui vont être un peu plus importants. Donc là, on sera sur un forfait entre 300 et 600 €. Et pour les associations, vu qu'on a vraiment un panel d'associations extrêmement
diverses, on va être sur un forfait de 200 à 800, puisqu'effectivement, là, clairement, on va avoir des typologies d'associations qui sont complètement différentes. Donc, je le rappelle, ces communications, elles sont disponibles dans le support. Vous n'aurez qu'à cliquer directement dessus dans le support pour accéder à ces communications, et ça vous emmènera vers un lien avec toute une communication spécifique, et vous pourrez solliciter notre aide ou pas directement dans cette communication, ou appeler directement les collaborateurs ou nos équipes pour échanger sur cet accompagnement. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement, je le répète, des petites entités, hein. L'idée, c'est pas d'accompagner tous nos clients sur cette base de ce forfait-là pour faire le point et pour faire un diagnostic, on va dire, général. Pour vous accompagner dans le cas des sociétés un petit peu plus structurées, là, clairement, on va être obligé de passer sur des phases, et sur ces 3 phases qu'on vous présente, qui sont des phases un petit peu spécifiques, et qui peuvent être des phases soit gérées de manière autonome de votre côté, ou soit gérées avec nous, pour qu'on puisse valider tout ce que vous avez fait, et tout ce que vous faites de votre côté. Donc là, pour passer sereinement le cap de la facturation électronique, quand on est une société un petit peu structurée, l'idée, c'est déjà de faire un diagnostic. Donc, diagnostic, ça va consister en quoi? Ça va être le fait de cartographier vos flux entrants, vos flux sortants. Donc, flux entrants et sortants, c'est quoi? C'est comment est-ce que se passent mes achats, à qui est-ce qui me facture, et comment est-ce que je fais pour facturer mes clients, et qui est-ce que je facture. Ensuite, on va également faire le point sur les 5 particularités et prérequis que je vous ai présentés sur les 2 slides, sur la slide précédente. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire votre cartographie également sur vos flux de trésorerie, vos encaissements, vos décaissements, et comment est-ce que tout cela fonctionne. Ensuite, ce n'est pas que ça le diagnostic. Le diagnostic, c'est aussi de vérifier comment est-ce que fonctionnent tous vos systèmes d'information. On parlait tout à l'heure de système de notes de frais, mais comment est-ce que votre logiciel de notes de frais s'intègre avec votre logiciel comptable et éventuellement avec votre plateforme agréée pour notamment mapper les notes de frais? Comment est-ce qu'on va pouvoir valider cela? Comment est-ce que s'articule votre logiciel de caisse? Comment est-ce que s'articule votre logiciel de facturation, votre logiciel de gestion des stocks, éventuellement votre logiciel de système d'information RH ou tout autre? Donc l'idée, c'est vraiment de faire une vision d'ensemble de comment est-ce que vous vous organisez, quels sont les outils que vous utilisez, pour ensuite déterminer votre vision cible et votre passage à la facturation électronique, puisqu'il faudra intégrer obligatoirement une plateforme agréée là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer une plateforme agréée dans votre système d'information et dans votre relation client et fournisseur? La deuxième partie, une fois que l'on a fait ça, eh bien, ça va être de choisir la plateforme agréée et de déterminer votre vision cible, donc votre organisation globale. Donc, pour déterminer et pour choisir cette plateforme agréée, il y a plusieurs critères qui vont être des critères discriminants. Donc, ça peut être les services de la plateforme, ça peut être votre organisation qui est plus propice à telle ou telle plateforme agréée, ça peut être des soucis techniques de connexion, ça peut être aussi en fonction de votre organisation cible. Si vous voulez un outil totalement intégré qui gère votre partie RH, qui gère votre partie facturation, votre partie caisse, votre partie gestion de stock, eh bien, là, effectivement, vous allez réduire votre périmètre de votre shortlist de plateformes agréées, puisque toutes les plateformes agréées ne sont pas sur à la fois la facturation, le logiciel de caisse, la gestion des stocks et la comptabilité, par exemple. Donc ça fait partie des choix qui vont vous permettre de déterminer votre vision cible et votre nouvelle organisation. Et une fois que vous avez figé votre organisation et votre vision cible, vous allez pouvoir passer à la 3e étape qui va être je passe techniquement à la mise en pratique de la facturation électronique. Et donc là, clairement, ça va demander des coûts de développement potentiellement informatique, surtout si vous avez différentes typologies d'outils qui vont devoir se connecter entre eux. Plus vous allez avoir d'outils différents, plus il va falloir réfléchir à comment est-ce que je les connecte entre eux. Et donc là, clairement, ici, il va falloir faire un petit peu de management de projet, c'est-à-dire qu'il va falloir désigner une personne dans l'entreprise qui va pouvoir suivre le projet du début jusqu'à la fin. Il va falloir aussi être réactif vis-à-vis des éditeurs, puisque les éditeurs, ils vont tous être extrêmement sollicités. Pour l'instant, ils arrivent quand même à répondre à des cas particuliers, mais clairement à compter du 2e trimestre 26, peut-être même à compter du 1er, ils seront dans l'incapacité de traiter et de faire du cas par cas. Ils pourront faire sûrement du standard, mais si il va falloir qu'ils se connectent à votre logiciel de facturation que vous avez créé vous en interne, il va falloir faire une API spécifique. Là, clairement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc attention vraiment à la surclose des équipes. Et l'autre point, c'est également attention à la formation et à l'accompagnement de vos équipes pour le passage de votre système d'information actuel à votre système d'information futur. Et donc dans chacune de ces 3 étapes, il y a plusieurs possibilités. Soit nous, on vous accompagne tout au long en fait, de ces 3 étapes, soit on ne vous accompagne que sur une des étapes, ou on vous accompagne uniquement, on va dire, en révision, c'est-à-dire que nous,
sous réserve d'une tarification spécifique, on vous met à disposition nos outils de contrôle, on vous accompagne sur comment est-ce que l'on peut fonctionner, comment est-ce que vous devez utiliser notre outil, et on vous accompagne également pour la synthèse pour bien vérifier que tout ça est OK. Mais on peut soit le co-construire avec vous, soit vous laisser complètement la main. Et ça, c'est à vous de définir, mais clairement, à chaque fois, il faudra qu'on fasse le point sur une tarification spécifique pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner le mieux possible. Ça, nous Une avons juste une, Oui, une oui. question sur les micro-entreprises. Dans quel cas d'accompagnement ils se situent? Alors, les micro-entreprises, en réalité, à mon sens, on va se situer un petit peu dans le cadre de la même typologie qu'on va être dans le cas d'une SCI ou ce genre de choses, puisqu'en réalité, dans le cas d'une micro-entreprise, vous, ce qui va être important, ça va être d'avoir votre logiciel de facturation et de réceptionner vos factures. Puisque du coup, dans le régime micro, vous n'avez pas l'obligation de tenir une comptabilité normée. Mais par contre, il va falloir que vous puissiez récupérer vos factures dans le cadre de la facturation électronique et vous les envoyer à l'administration fiscale. Et vous envoyez également à vos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Donc il faudra générer des factures PDF pour des particuliers et générer une e-facture pour des professionnels. Et il faudra également générer un flux reporting pour toutes les relations que vous avez avec du B2B. Donc là, il faudra choisir une plateforme agréée qui vous permette de récupérer bien sûr vos factures, d'envoyer vos factures clients, mais également de se connecter à votre logiciel de facturation et de générer le flux reporting. Donc là, à mon avis, c'est un petit peu du standard que l'on peut faire, mais attention, vigilance, puisqu'il y a quand même quelques critères que je viens d'évoquer qui sont à valider pour que tout ça se connecte correctement. Alors là, l'idée, c'était, on parle beaucoup de cartographie, vous avez sûrement entendu parler de cartographie avant cette conférence, donc moi je vous ai dit tout à l'heure que la première étape, c'était de cartographier ces flux. Cartographier ces flux, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est d'identifier dans ses achats, dans sa facturation, dans sa gestion des stocks, dans ses flux de trésorerie, comment est-ce que l'on est organisé, comment est-ce que cela fonctionne. Donc là, on a fait un petit schéma assez basique pour que vous puissiez identifier sur vos flux achats, vos flux facturation, quels sont les contrôles à faire et comment est-ce que la facturation électronique peut apporter un plus à votre organisation. Là, dans le schéma qu'on vous présente, en réalité, on a mis en pointillé toutes les opérations qui sont soit manuelles ou soit pas totalement automatisées. Donc là, on voit qu'on n'a aucune flèche pleine. Ça veut donc dire que à date, il n'y a pas tout n'est pas automatisé dans ce schéma-là et que clairement, on a beaucoup de choses à automatiser et du coup, beaucoup de leviers d'optimisation de l'organisation. Alors là, cet exemple est peut-être un petit peu caricatural, mais en tout cas, il illustre quand même bon nombre de nos clients qui, pour récupérer leurs factures d'achat, eh bien, récupèrent les factures d'achat soit par mail, soit par papier, et donc vont les ressaisir ou les saisir dans leur logiciel de caisse, alors potentiellement avec un petit peu de reconnaissance, mais pas pour la majorité des cas, en tout cas de ce que nous, on peut observer. Ensuite, pour la partie facturation, la même chose, on peut avoir plusieurs typologies de logiciels de facturation. Ça peut être un logiciel de facturation qui est un outil maison, un logiciel peut-être métier. Donc là, il n'est pas sûr que cet outil se connecte automatiquement au logiciel de comptabilité. Donc ça va falloir voir effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir mapper le mieux possible les deux et le plus facilement possible. Pareil pour votre logiciel de caisse. Comment est-ce que lui va s'intégrer? Et ensuite, tout ce qui va être facture faite sur Excel, sur Word ou facture manuelle, là clairement, ça va également poser des difficultés puisque là, à mon avis, la facturation électronique va vous imposer de passer à des flux dématérialisés pour optimiser la connexion avec votre logiciel comptable, mais également avec votre plateforme. Donc là, clairement, si vous êtes dans ce schéma-là avec beaucoup de saisies manuelles, la facturation électronique va vous permettre de passer le cap de la dématérialisation et de gagner réellement en efficacité. Alors clairement, au départ, il va y avoir quelques effets de bord et vous allez certainement un petit peu perdre du temps, mais une fois que vous aurez trouvé votre mécanique, clairement, ça va optimiser vos processus internes. L'autre point qui est extrêmement important, c'est de se focaliser sur son logiciel comptable actuel. Est-ce que mon logiciel comptable actuel est compatible facturation électronique ou est-ce que lui-même est plateforme agréée? Donc ça déjà, c'est le premier contrôle qui peut être fait de manière assez simple. Aujourd'hui, il y a 111 plateformes agréées de premier niveau avant la validation définitive. Est-ce que mon logiciel actuel comptable fait partie des plateformes agréées? C'est déjà une piste déjà pour évoluer et pour savoir si on passe ou pas le cap facilement de la facturation électronique. Ensuite, va falloir qu'on regarde sur tous vos flux de facturation. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer vers la facturation électronique, donc notamment votre outil de facturation, qu'il soit maison ou qu'il soit spécifique à votre secteur? Est-ce que votre outil de facturation, lui, a prévu d'évoluer vers la facturation électronique ou est-ce que lui, il est connecté à un outil de facturation, à un outil, pardon, qui va passer en plateforme agréée?
Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir trouver la solution pour connecter cet outil de facturation d'une part à votre plateforme agréée et d'autre part à votre logiciel comptable pour essayer d'optimiser au maximum vos flux. Deuxième chose, logiciel de caisse. La logiciel de caisse, il est très peu probable que votre logiciel de caisse soit conforme facturation électronique, ou du moins qu'il prévoit de passer facturation électronique. Donc là encore, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on le connecte à votre logiciel de comptabilité, comment est-ce qu'on le connecte à votre logiciel, à votre plateforme agréée, et également, est-ce que votre logiciel de caisse est capable de générer le fichier dit reporting. Et ensuite, pour les deux autres, deux solutions là également. Soit vous voulez maintenir votre système de facturation manuel ou Excel, mais donc là, clairement, alors pour le manuel, ça va être compliqué, mais en tout cas pour l'Excel, ce qui serait possible de faire, et ce que proposent certaines solutions compatibles ou certaines plateformes agréées, c'est de faire de la reconnaissance faciale de la facture pour la transformer en l'un des formats éligibles à la réforme. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir garder votre process actuel avec du Excel ou du Word, et grâce à votre plateforme ou votre solution compatible, vous allez pouvoir faire de la facturation électronique, mais attention, il va falloir que votre solution compatible ou votre plateforme agréée le fasse, et cette transformation-là va clairement avoir un coût. Donc à mon sens, le plus simple, c'est d'utiliser un système de facturation qui permette déjà de faire ces éléments-là, puisqu'il faudra aussi que votre facture faite dans Excel ait l'ensemble des mentions obligatoires, et donc ça complique à mon avis certainement la chose. Et donc à mon sens, le plus simple, c'est quand même de choisir un outil de facturation qui se connecte à la fois à votre logiciel comptable et qui se connecte également à une plateforme agréée. Je sais pas s'il y a des questions, Mario, j'ai pas vu, mais Non, pas de questions. N'hésitez pas à les poser dans le parfait. chat. Oui, oui, n'hésitez pas. Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas. Si vous avez on va pas pouvoir traiter l'ensemble des cas particuliers de tout le monde, mais si vous avez quelques cas particuliers, il faut vraiment pas hésiter à nous les remonter. On peut en traiter quelques-uns, par exemple. L'idée de cette slide, c'est vous donner quelques informations ou quelques clés pour choisir votre plateforme agréée. Alors, vous l'avez compris, je pense, maintenant, mais pour choisir votre plateforme agréée, donc on ne signe pas avec la première plateforme agréée qu'on trouve. C'est important de pouvoir bien se connaître et donc de faire l'inventaire de tous vos flux de facturation, de vos flux de gestion de stock, de vos flux de paiement, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est extrêmement aussi important de faire le point sur tous vos cas d'usage, afin de bien valider que bien vous avez identifié d'une part tous vos cas d'usage avec votre plateforme agréée est capable de les gérer, que vous avez recensé tous les outils et toutes les applications que vous utilisez dans votre processus de facturation, donc la cartographie vos flux, extrêmement important, et enfin, identifier les besoins fonctionnels. J'ai pas trop insisté là-dessus, mais clairement, si vous voulez optimiser votre passage à la facturation électronique et le faire le plus facilement possible et avec le plus d'avantages possible, c'est vraiment sur cette partie-là qu'il va falloir travailler, puisque les plateformes agréées, comme je le disais tout à l'heure, elles vont pouvoir proposer tout un tas de services différents. Donc, comme je le disais, ça peut être des services de relance client, des circuits de validation. Circuit de validation, c'est quoi? C'est-à-dire que dès qu'une facture va dépasser peut-être certains montants, eh bien, ça va passer au directeur commercial ou au directeur achat, au directeur prod ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, en fait, ça va vous gérer un circuit de validation entre vos différents services pour que la facture respecte bien vos processus internes. Vous pouvez également avoir la possibilité d'avoir des prévisionnels de trésorerie relativement fins. Vous pouvez avoir de la reconnaissance de factures, comme je le disais, notamment si vous voulez conserver vos factures Excel ou si votre logiciel de facturation ne permet pas de faire des factures éligibles au format de la réforme. Et vous pouvez gérer l'archivage, vous pouvez gérer des solutions de paiement, hein. Il y a des plateformes agréées qui proposent des cartes de crédit, des cartes de crédit avec des frais relativement faibles, voire une carte de crédit dématérialisée gratuite, des solutions de paiement, des solutions de financement, des prévisionnels de trésorerie, mais également en plus de prévisionnels de trésorerie, un suivi de l'activité, des relances automatiques des clients, la possibilité de payer ses factures fournisseurs à date d'échéance, voilà, tout un tas de services sur lequel il faut que vous puissiez déjà identifier les différents services qui existent, voir les services qui seraient utiles dans votre nouvelle organisation, et ensuite de classer ces services additionnels un petit peu par ordre de priorité pour que vous puissiez dire à votre plateforme agréée, eh bien moi je veux que vous fassiez ça, ça, ça et ça, et ensuite vous vous mettez d'accord sur le tarif qui vous correspondra. Donc là, l'idée, une fois que vous avez fait ce prérequis pour choisir votre plateforme, l'idée c'est de créer un cahier des charges un petit peu global pour, d'une part, sélectionner les plateformes qui correspondent à ce cahier des charges, et d'autre part, les solliciter pour voir effectivement avec elles, solliciter des devis et voir effectivement comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble.
En ce qui concerne les bonnes pratiques, bien sûr, l'idée c'est aussi de se renseigner sur l'évolution de vos outils actuels. Comme je disais dans l'exemple avant, est-ce que mon logiciel comptable, est-ce que mon logiciel de facturation propose une solution de plateforme agréée ou non? Et est-ce que les deux, par exemple, vont se connecter? Ça, c'est également des choses qui sont importantes. Valider la cohérence de tous vos nouveaux systèmes d'information du point de vue de la réforme, mais également du point de vue stratégique, facturation, trésorerie. Est-ce que tout cela va fonctionner réellement? Ça, c'est vraiment une vraie question à se poser. Et est-ce que tout va vraiment pouvoir se connecter? Ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Ensuite, s'informer des conditions tarifaires, des conditions d'engagement de la plateforme sélectionnée. J'insiste sur cela. Attention à ne pas vous focaliser sur le tarif, puisque, comme je disais tout à l'heure en introduction, l'un des objectifs de la réforme, c'est d'économiser, de faire des économies pour les entreprises. Clairement, le traitement d'une facture dématérialisée a un coût plus faible qu'un traitement d'une facture papier, sauf que le traitement d'une facture dématérialisée suppose le choix d'une plateforme agréée, donc un coût que vous allez identifier là tout de suite et immédiatement. Et en revanche, les économies que vous allez faire, ça va être des économies dans vos frais de structure qui ne vont pas être immédiats, mais qui vont être à court ou en tout cas à moyen terme à minima. Et donc ça, ne pas vous focaliser sur le prix, puisque certes, il va falloir comparer les différentes offres, notamment les offres équivalentes, mais attention à ne pas se focaliser sur ce prix-là et à ne pas se dire ah bah, je vais prendre automatiquement la moins chère, parce que certes, effectivement, si vous faites automatiquement moins cher, eh bien, vous aurez le niveau 1 de la facturation électronique qui correspond à la réforme, mais vous n'aurez aucun service additionnel spécifique. Voilà. Donc pas de focalisation tarif, bien faire le point sur ce dont j'ai besoin et se dire que de toute façon, aujourd'hui, les tarifications des plateformes agréées, ça je ne l'ai pas dit, mais les plateformes agréées aujourd'hui, elles se livrent une bataille, hein, puisqu'il y a un marché à prendre. Donc ça fait un peu comme les forfaits de téléphone quand Free a débarqué sur le marché. Il y a des offres qui évoluent chaque jour avec des services qui s'additionnent. Donc le prix peut baisser à service équivalent, mais dès qu'on va rajouter des services, on va augmenter le prix, par exemple. Donc pour l'instant, les prix ils font un petit peu le yo-yo. On n'a pas forcément trop de visibilité d'ailleurs là-dessus. Donc ne pas vous précipiter non plus dans le choix de la plateforme agréée. Il faut aller vite maintenant là dans les prérequis de la réforme, de comment est-ce que je suis organisé. Là, il faut y aller très vite. Par contre, dans le choix de la plateforme, vous pouvez encore vous laisser un petit peu de temps pour la choisir, puisque encore il y a une vraie guerre des prix et je pense que les prix et les tarifs devraient se stabiliser sur le premier trimestre 2026. Et enfin, le dernier point des bonnes pratiques pour la plateforme, c'est d'identifier la qualité de l'accompagnement à la prise en main et aussi les différentes formations que vous pouvez faire enfin que la plateforme agréée va vous proposer. Ça, c'est extrêmement important, puisque ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des difficultés au départ, que tout ne va pas forcément fonctionner à 100% tout de suite. Et donc là, il faudra pouvoir bénéficier d'une plateforme agréée qui soit capable de vous accompagner et de vous former correctement. Alors, je sais pas s'il y a des questions, Mario. Il y a J'ai juste une cru. question sur les accompagnements et pour répondre, oui, vous Oui. pouvez tout à fait solliciter votre interlocuteur habituel pour qu'il vous fasse une recommandation d'accompagnement. Oui, alors on a effectivement deux niveaux d'accompagnement. Donc, du niveau un petit peu standard hein, sur les petites structures, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les activités médicales, les SCI, les holdings, les exploitations, les petites exploitations viticoles, les associations. Donc là, en réalité, on peut faire du standard là-dessus et vous accompagner effectivement, on va dire, sur un format assez basique. Après, dès qu'on va être au-delà d'une petite structure, eh bien, il va falloir faire un petit peu ce qu'on appelle nous du cousu humain et donc faire le point sur ce que vous êtes capable de faire de votre côté et nous sur sur quoi on est capable de vous accompagner également. Et donc ça, c'est une stratégie en fait à monter entre vous et nous et il n'y a pas de standard possible là-dessus. Tout va dépendre de votre propre organisation et de ce sur quoi vous allez pouvoir avancer de votre côté. On peut peut-être faire le point, Mario, s'il n'y a pas de questions, nous, vu que on approche de la fin, juste sur nous, nos partenaires, Voilà, si ça t'embête pas. je vous passe. Voilà, alors pour les partenaires, nous du coup, chez PKF Arcelon, on a deux partenaires donc, qui sont Cegid Business et Penny9. Donc Cegid Business, c'est un acteur historique nous, chez nous, sur lequel on s'appuie historiquement, qui fonctionne relativement bien, notamment lorsqu'on est dans une comptabilité collaborative. Ces deux outils sont tous les deux plateformes agréées, donc pas de difficulté. Ces deux outils sont également, on va dire, des outils qui sont sur toute la chaîne de la cartographie, puisqu'ils sont donc plateformes agréées bien sûr en réception et en émission. C'est un logiciel comptable, hein, ce sont des logiciels comptables. Ce sont également des logiciels qui permettent de faire de la facturation, et ce sont des logiciels qui en tout cas, nous indiquent qu'ils ont la capacité de se connecter à n'importe quel logiciel de caisse qui serait certifié.
Et donc ça, clairement, ça a quand même un gros avantage. Après, ce n'est pas parce que nous, on a ces partenaires-là que automatiquement, dans nos conseils, on va vous orienter automatiquement vers ces partenaires-là. Puisqu'on a certaines plateformes agréées, je pense notamment aux pharmacies, qui proposent eh bien, des services spécifiques à telle ou telle profession. Donc clairement, nous, on a des partenariats pour obtenir des tarifs préférentiels pour vous les mettre à disposition sur certaines offres, pas sur toutes, mais en tout cas sur certaines. Mais en tout cas, rien ne nous oblige vis-à-vis d'eux. Nous, on n'a pas de quota spécifique, on n'a pas d'action chez Pennyline et chez Cegid, hein. C'est des partenaires qu'on challenge nous aussi pour qu'ils nous proposent des meilleures offres et que nous, on puisse vous garantir un service d'une part de qualité et à des tarifs préférentiels. Donc clairement, nous ne sommes pas obligés, hein, sur ces différentes plateformes. Donc là, l'idée, c'est redire un petit peu ce que j'ai dit, mais donc PKF, on est capable de vous accompagner sur l'ensemble du spectre, hein, de la facturation électronique. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est dans le cadre des diagnostics facturation électronique, on peut vous accompagner et cet accompagnement peut également faire partie d'une mission spécifique qui serait une mission de formation de vos équipes, à la fois sur la réforme, mais également formation éventuellement dans vos outils. Et l'idée en fait de cette partie formation, c'est que nous, PKF Arcelon, on est référencé on est certifié pardon Calliope, ce qui nous permet de vous proposer des formations avec une possible prise en charge par vos OPCO, ce qui fait que dans la prestation de diagnostic notamment que l'on peut faire ou dans la présentation ou formation de vos équipes à la facturation électronique, on a la possibilité de vous proposer de faire rentrer une partie de notre prestation dans cette formation. Alors attention, hein, quand je dis une partie de notre prestation, c'est vraiment la partie formation et on va dire cas pratique de l'ébauche du diagnostic sur lequel on peut éventuellement vous accompagner et sur lequel on peut le faire rentrer dans cette partie formation. Merci Mario. Donc là, effectivement, on a le questionnaire de satisfaction donc sur lequel, effectivement, que vous allez pouvoir scanner, sur lequel il y a quelques questions où vous allez pouvoir nous faire vos remarques sur la présentation. N'hésitez pas, effectivement, l'idée c'est qu'on puisse s'améliorer, notamment le petit bug technique qu'on a eu au début. Et aussi, ça vous permettra, une fois que vous aurez validé ce questionnaire, eh bien, de recevoir le support dès que vous l'aurez complété. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, et même si d'ailleurs vous avez des questions après la formation, il ne faut pas hésiter à solliciter vos interlocuteurs PKF, qu'importe le bureau, hein. Vous avez forcément au moins un, voire plusieurs interlocuteurs dans chaque bureau qui peuvent répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, et qui peuvent vous accompagner également. Donc je vous laisse peut-être un peu de temps pour remplir ce questionnaire. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions dans les 2 minutes qui nous restent. Mario, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non, pas de question. Petite précision sur le questionnaire, vous allez recevoir en effet le support de façon instantanée à la validation du questionnaire et vous allez retrouver un lien vers nos prochains événements. Donc, notamment, nous avons les arrêtés des comptes qui arrivent sur fin novembre et décembre à Bordeaux, à Pau et en ligne. Et ne pas hésiter du coup dans le petit dans la présentation enfin, que vous allez recevoir après le questionnaire, vous aurez, comme je vous l'ai dit, la possibilité de consulter nos petites fiches techniques activité par activité pour les petites sociétés, mais également vous pouvez accéder sur la page assujettie à l'annuaire des entreprises pour vérifier si vous êtes éligible ou non à la facturation électronique, enfin ou du moins si vous êtes concerné par la facturation électronique, pas éligible, si vous êtes concerné ou pas. Voilà. Donc écoutez, on reste à votre disposition. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter, que ce soit moi, Marie-Aude, mais également vos équipes dédiées dans chacun de vos bureaux. On est vraiment là, à votre écoute, pour vous aider sur cette facturation électronique et pour passer le cap. Voilà. Merci beaucoup et désolé pour ce petit bug technique à l'ouverture. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.